Pourquoi ne pas interdire nos réseaux sociaux pour nos jeunes? C'est une question qui se pose en Belgique, mais pas que, Jim. Tout à fait, mais commençons chez nous, puisque c'est la ministre des Médias, Jacqueline Galland, qui plaide pour une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, une protection pour nos enfants plutôt qu'une punition. C'est comme ça qu'elle le présente. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Eh bien parce que hier, Emmanuel Macron, le président français, il a pris la parole après le drame survenu en France, au Haut-de-Marne, cette surveillante qui a été mortellement poignardée par un élève de 14 ans. Eh bien, le président français s'est d'abord exprimé sur le fait qu'un jeune puisse s'acheter une arme blanche sur Internet, mais il a aussi mis en cause les réseaux sociaux et revient donc une nouvelle fois avec cette idée de les interdire aux moins de 15 ans. Écoutez. On doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Parce qu'en vérité... Et vous allez le faire quand? je vais vous dire, c'est simple. Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France. On ne peut pas attendre. Négocier avec les Européens, et si ça ne marche pas, eh bien je le ferai de mon côté. C'est ce que nous dit donc le président français, et je reviendrai sur cette actualité-là, mais je suis obligé de vous parler aussi des cas des sites porno, notamment en France, puisque l'Union européenne a annoncé récemment l'ouverture d'une enquête contre plusieurs de ces plateformes comme Pornhub, XNXX ou encore Xvideo, soupçonnées de ne pas prendre des mesures suffisantes pour empêcher les mineurs d'accéder à leur contenu, puisque dans le cadre de la nouvelle législation sur le service numérique, le DSA, la Commission européenne pointe l'absence d'outils appropriés pour vérifier l'âge des utilisateurs et puis de facto protéger les mineurs des contenus pour adultes. Nous soupçonnons ces plateformes pornographiques de ne pas évaluer et atténuer correctement les risques liés à leurs services et de ne pas empêcher efficacement les enfants d'accéder à des contenus pour adultes. Et puis en France, selon une étude de l'Arcom, l'Arcom c'est le régulateur national de l'audiovisuel, menait donc cette étude sur le premier semestre de 2024, près de 40%, écoutez bien, 40% des enfants accèdent à des sites pornographiques chaque mois. Revenons-en aux réseaux sociaux. Jim, que veut faire notre ministre Jacqueline Galland? Eh bien, elle veut s'inscrire dans le pas du projet d'Emmanuel Macron et du projet européen. Elle souhaite interdire tout simplement TikTok, Snapchat ou encore Instagram aux moins de 15 ans, avec comme objectif de protéger nos enfants et de lutter contre le harcèlement et la désinformation, même si on rappelle que théoriquement, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Alors sur le fond, les interdire, pourquoi pas, mais sur la forme, comment procéder? C'est la grande question. Plusieurs pistes existent avec chaque fois du pour et du contre. Tout d'abord, la première piste, c'est l'utilisation de la carte d'identité pour s'identifier, même si là, on offre nos données personnelles aux plateformes et on sait que ça se monnaie aujourd'hui. On pourra en reparler, Mathieu Michel. Une autre idée liée à celle que je viens de vous expliquer, c'est le recours à des sites tiers comme It's Me, c'est-à-dire que It's Me a vos données personnelles et puis les plateformes pourraient vérifier avec ce service si vous avez bien l'âge pour aller sur ces réseaux sociaux. Mais bon, ça paraît compliqué de demander aux plateformes de s'adapter au cas belge. Et c'est donc là qu'on se dit que c'est vraiment au niveau européen que ça devrait être décidé. Et puis il y a aussi l'idée de la vérification biométrique. C'est l'estimation de l'âge grâce à l'analyse de la physionomie du visage. Et ici, le point négatif, c'est qu'au-delà de dévoiler votre visage, la marge d'erreur est encore trop grande. En clair, ça ne fonctionne pas très bien pour le moment. Alors si je vous suis bien, Jim, c'est compliqué à mettre en place, mais sait-on si cette interdiction pourrait avoir un impact? Oui, c'est la grande question qu'on se pose aussi. Et pour tenter d'y répondre, rien de mieux que de regarder les données chiffrées. Et pour cela, nous nous tournons vers l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, avec ce rapport que vous voyez à l'écran qui s'intitule « Comment va la vie des enfants à l'ère du numérique ?» Et ce rapport, il est assez clair. Et il préconise, plutôt qu'une interdiction, de notamment faire grandir chez les enfants cette culture et ces compétences numériques, notamment grâce à l'intervention des enseignants, des parents et autres. Jetons un coup d'œil justement à une partie de ce rapport. Écoutez. L'interdiction pure et simple des appareils numériques n'est pas non plus une solution idéale puisque les enfants ont besoin d'acquérir les compétences numériques indispensables à leur vie personnelle et professionnelle future. Elle ne répond pas aux besoins d'être protégés en ligne exprimés par les enfants et les adolescents, étant en outre à méconnaître le fait que leurs parents et ou des adultes de confiance peuvent les aider à évoluer en toute sécurité dans le monde numérique. Et puis ce rapport ultra complet, il souligne encore un autre élément, l'accès aux appareils et services numériques. Aujourd'hui, il est intégré, on peut le dire, à la vie des enfants dès un âge précoce, ce qui rend difficile d'inverser la tendance et amène surtout aussi à douter de l'efficacité de ce genre de mesures. Alors tout ça, ça provient donc de ce rapport de l'OCDE qui se base lui-même sur le cas de l'Australie, pays qui a décidé d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Oui, ça avait fait les gros titres. C'était en novembre dernier, le Parlement australien qui approuve une législation qui interdit donc l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. C'est comme ça chez eux. On parle ici de l'une des mesures les plus strictes au monde en matière de plateformes comme X, TikTok, Instagram ou encore Facebook. Mais qu'en pensent les Australiens? Écoutez d'abord ces adultes du côté de Melbourne.
Je pense que c'est une bonne idée, je pense que les intentions sont bonnes, je pense que les enfants sont parfois trop jeunes et que les réseaux sociaux ont exposé beaucoup de choses auxquelles on ne devrait probablement pas être exposé quand on est jeune. Je ne pense pas qu'il y ait un moyen de le contrôler. Je ne pense pas que les choses changeront beaucoup, car je ne vois pas de moyen efficace de les contrôler. Et on en revient une nouvelle fois sur la méthode, parce qu'à nouveau, je me répète, sur le fond, c'est une bonne idée, mais sur la forme, on reste sceptique. Et puis les jeunes eux-mêmes le sont, même si la plupart d'entre eux le disent, vous me voyez venir, nous trouverons une manière de nous rendre sur les réseaux sociaux. Écoutez. Je serais ennuyé, j'aimerais continuer à l'utiliser. Et ce serait un sentiment étrange de ne pas l'avoir et de ne pas pouvoir parler à tous mes amis à la maison. Oui, je trouverai un moyen, et mes amis aussi. Je pense honnêtement qu'il ne devrait pas l'interdire. Je pense qu'il devrait juste mettre des restrictions au lieu de l'interdire complètement parce que les adolescents, ils vont juste agir dans le dos de leurs parents ou les parents vont être détendus sur le sujet. Ils iront d'une manière ou d'une autre. Et puis pour terminer sur ce cas australien, qui rejoint finalement aussi les inquiétudes générales, c'est que les contours exacts de cette interdiction là-bas restent encore flous aujourd'hui. Le texte ne fournit quasiment aucun détail sur les modalités d'application, si bien que certains experts ont exprimé des doutes sur la faisabilité technique de cette interdiction, et puis s'interrogent aussi sur son caractère symbolique, mais ça on pourra en débattre dans quelques instants. Merci Jim, et justement pour aller plus loin encore, bonsoir Mathieu Michel. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Vous êtes député fédéral émérite et surtout ancien secrétaire d'État à la digitalisation. Et puis bonsoir Antoine Delforge. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes chercheur en droit du numérique à l'UNAMUR. Mathieu Michel, on va d'abord directement rebondir sur cette proposition d'Emmanuel Macron, proposition également de notre ministre des Médias Jacqueline Galland. Est-ce que personnellement, alors on aura le temps de revenir dans le détail, mais personnellement vous êtes pour ou contre cette interdiction pour les moins de 15 ans? Personnellement, je suis totalement défavorable. Moi je pense que l'interdiction ne remplacera jamais l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on vit dans un monde qui est digitalisé, qui est numérique, et j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt l'inverse qu'on doit faire. C'est le plus tôt possible accompagner nos enfants, nos adolescents, mais je vous avoue aussi nos adultes, dans ce nouvel univers digital. Moi, je plaide depuis de nombreuses années pour l'introduction le plus tôt possible d'un cours de citoyenneté numérique. D'ailleurs, c'est assez cocasse parce que cette année-ci, en 2025, c'est l'année européenne de l'éducation à la citoyenneté numérique. Justement, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit la protection de la vie privée, que ce soit la cybersécurité, que ce soit comment réagir au harcèlement en ligne, comment exprimer son esprit critique, en fait, on a besoin le plus tôt possible de construire finalement des armes pour vivre dans un univers digitalisé dans lequel les contenus nocifs nous tournent autour, si vous voulez. Et donc, quelque part, dire voilà, on va interdire en dessous de 15 ans, ça ne fait que reporter le problème donc à 16 ans. Plutôt éducation que punition. Mais totalement. Qui n'est pas toujours la ligne de votre parti d'ailleurs. Après, qui n'est pas la ligne de Jacqueline Galland, mais je la laisse à ses réflexions. Moi, je suis en tout cas pas du tout d'accord avec cette idée un peu simpliste qui dirait on a un problème avec les réseaux sociaux, du coup on va interdire toutes les personnes qui ont moins de 15 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux aspects. Il y a d'une part l'éducation. Et alors, il y a un autre élément, j'entendais dans votre introduction, peut-être des éléments qui mériteraient précision, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont en train de se construire. Moi, je suis très heureux d'avoir mené avec la Belgique pendant la présidence belge de l'Union européenne la déclaration de Louvain-la-Neuve qui conduit à la construction d'un outil européen de vérification de l'âge en ligne. C'est génial parce que cet outil, il est en train d'être finalisé. C'est un outil technique qui va permettre en fait d'imposer aux plateformes un outil commun qui permettra, dans le respect de la protection de la vie privée, un peu comme It's Me, vous l'avez évoqué, de faire un filtre, de tokeniser, si vous voulez, le fait que vous êtes majeur ou mineur. Et donc, je pense que c'est ceux qui sont aujourd'hui de façon radicale pour l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. C'est contre-productif. Je pense qu'ils ne connaissent pas trop ce qui existe et l'impact de l'éducation. On aura le temps d'en reparler, bien sûr. Je vais justement me tourner vers le chercheur. Est-ce que vous êtes personnellement pour ou contre? Est-ce que c'est une idée stupide ou pas nécessairement? Je ne me positionnerai pas en tant que chercheur et juriste, je ne me positionnerai pas sur l'opportunité ou pas de le faire. C'est un choix politique. Il faudrait demander à des pédopsychiatres. Et en effet, il y a des analyses qui sont en cours. Donc sur la faisabilité d'un point de vue juridique et technique, ça c'est encore autre chose. En effet, il y a plein de manières de contourner une certaine technique de blocage. Est-ce qu'on a réellement les moyens de le faire, ça, aujourd'hui? En fait, il y a des méthodes techniques, on pourrait l'envisager, mais qui dit méthode technique de contrôle, dit aussi surveillance en parallèle, et donc à un moment, ce sera un juste équilibre à trouver. Et restriction des libertés, c'est ça. Et restriction des libertés, et après, la vraie question qu'il faut se poser, c'est peut-être pas de savoir est-ce que ça doit être interdit ou pas aux mineurs, c'est de savoir quel est le contenu qui doit être accepté ou pas, en disant voilà, c'est illégal, ou
c'est discutable, c'est pas fait pour les enfants, mais est-ce que ça est fait aussi pour les adultes dans certains cas? Alors autant se poser la vraie question. Parce que je vais quand même aussi rappeler un chiffre qui en dit long. On rappelle que les réseaux sociaux sont interdits déjà pour les moins de 13 ans. Et pourtant en France, j'ai pas trouvé les chiffres sur la Belgique, mais pourtant en France, 67% des 6-10 ans se sont déjà inscrits sur un réseau social, tout simplement. Oui. Au final, tout ça est très facilement contournable actuellement. En fait, l'âge de 13 ans, on en parle souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le RGPD, donc le règlement sur la protection des données personnelles, il y a un âge qui est fixé à 13 ans, en dessous duquel il y a des règles très particulières qui s'appliquent et les plateformes n'ont pas envie de gérer ça, donc ils disent en dessous de 13 ans, on n'y va pas. En France, c'est déjà 15. Donc déjà, sur l'espèce de minorité numérique, avec des gros guillemets, c'est 15 ans en France et 13 en Belgique. Donc ça me fait un peu doucement rire aussi en Belgique, quand on dit oui, pourquoi on ne le remonterait pas à 15? On avait l'opportunité il y a quelques années de le faire, on est resté à 13. Donc l'Europe disait, vous avez le choix entre, vous pouvez descendre jusqu'à 13 et vous pouvez monter jusqu'à 16. La Belgique a dit, on descend jusqu'à 13, cet âge. Les Français ont fait 15. Donc il y a aussi un choix. Et après, avec le nouveau règlement, donc on nous avait parlé avec le DSA, il y a aussi des nouvelles mesures qui vont être mises en place avec ce règlement-là. Donc vouloir légiférer sur cette question-là, alors qu'on vient de passer un acte qui est en train de produire seulement ses effets, c'est plutôt, à mon avis, un effet d'aubaine qu'une réelle nécessité juridique. Mathieu Michel. Mais sur les 13 ans, effectivement, je pense que c'est utile de rappeler que le débat il avait lieu à l'époque et l'idée c'était justement de mettre en contact le plus tôt possible les jeunes générations qui étaient déjà en fait des générations digitales avec les contenus potentiellement nocifs, plutôt pour leur apprendre à vivre avec. La vraie difficulté, c'est que j'ai le sentiment que l'éducation, malgré tous les efforts qu'on peut faire, les nouveaux pactes d'excellence, ce genre de choses, n'arrive pas en fait à intégrer des cours d'éducation à la citoyenneté numérique. À vivre avec son temps. C'est-à-dire, oui, très certainement. Vous savez, l'enseignement tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est né de la révolution industrielle pour construire en fait de la main-d'œuvre utilisable. Mais ici aujourd'hui, la nécessité de compétences pour l'univers digital, c'est quoi? C'est l'esprit critique, c'est réussir à identifier une fake news. Vous voyez, c'est pour ça que pendant la présidence belge, on a beaucoup travaillé sur le fait de construire des outils de lucidité, si vous voulez. Quand on parle par exemple d'un outil qu'on a proposé, qui est d'ailleurs dans la déclaration Louvain-la-Neuve, de vérification du côté anonyme, vérifié ou vérifiable d'un profil, c'est pour permettre en fait à un jeune, lorsqu'il voit une information, de voir si c'est une information qui vient d'une personne qui n'a pas signé, ou bien quelqu'un qui assume. Vous savez, la liberté d'expression, c'est important évidemment, mais savoir de qui émane la liberté d'expression. Si moi je vous parle de danse classique, je pense être un peu moins crédible que si je vous parle de digital. C'est jamais. Certains ont des doutes. C'est jamais. Voilà. Et je pense que ça c'est important. Et donc c'est construire des outils qui permettent de renforcer les jeunes générations à être qui ils sont et qu'ils doivent devenir. Fondamentalement, c'est une société qui, je pense, doit être basée sur la confiance, y compris dans les jeunes générations. Jody. À qui revient la responsabilité première de protéger nos jeunes en ligne? Est-ce que ce sont les États, les parents, les plateformes ou alors les trois? Si la question s'adresse à moi, je pense que c'est la conjonction de plusieurs choses. Je pense sincèrement que le monde dans lequel on vit aujourd'hui nécessite une plus grande éducation. Je crois sincèrement, on le voit, percevoir la différence entre une information, une opinion, une vérité, pour autant qu'il existe encore, une fake news, ça nécessite vraiment aujourd'hui des compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Et donc c'est clair que des cours de philosophie, des cours d'esprit critique, vous savez, un de vos collègues, Pascal Vrébos, a lancé une chaire en fait d'éducation à la citoyenneté numérique il y a 2-3 ans maintenant, pour justement former les professeurs à éduquer les enseignants. Vous savez que dans les inscriptions, il y avait à peine pour toute la Fédération de Bruxelles une vingtaine ou une trentaine d'inscrits. Vous voyez, là c'est problématique. Je pense qu'à un moment donné, on doit percevoir que le problème, c'est vraiment accompagner dans la capacité en fait de vivre dans cet univers nocif. Interdire les contenus nocifs ne va pas les faire disparaître, c'est repousser la poussière sous le tapis. Et donc je suis convaincu plus que jamais que l'éducation à la citoyenneté numérique. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre ça en place aujourd'hui, ce cours d'éducation? Alors je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait on doit trouver des capitales périodes, c'est très technique, pour que des professeurs puissent être recyclés pour pouvoir donner le cours. Par exemple, simplement définir ce qu'on va mettre dans ce cours-là. C'est quoi? C'est des problèmes de cybersécurité, c'est des problèmes de protection de la vie privée. Et à quel âge on commence? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Ça, on peut encore discuter. C'est vraiment essentiel. Le plus tôt possible. Ça sera aussi. Il reste les parents qui ont aussi un choix à faire là-dessus, dans un certain. Et après, il ne faut pas non plus que se focaliser sur les mineurs ou les enfants de 15 ans.
À 20 ans, on dit n'importe quoi. Il y a aussi toutes les personnes qui sont les personnes plus âgées, les seniors, qui aussi sur Internet ont du mal avec toute la notion de fake news aussi. Donc l'éducation, c'est aussi une culture dans la société de voilà, c'est des nouvelles réalités, enfin nouvelles, tout est relatif, et ça doit au fur et à mesure percoler dans toutes les générations avec des problématiques spécifiques. Donc il faut, et après, je pense que dire on va mettre des cours de TikTok, de comment gérer TikTok, à un moment, ça n'ira pas non plus, donc il faudra avoir... C'est un peu réducteur, c'est ce que je disais. Je suis d'accord, mais il y a aussi un moment de se dire, ben voilà, si l'école enseigne quelque chose que les parents ne suivent pas derrière, mais ça ne marchera pas comme dans toutes les matières qu'on enseigne à l'école. Donc c'est une question et il ne faut pas que les parents viennent dire d'office les réseaux sociaux ça va pas. Sinon les parents qu'est-ce qu'ils vont faire? Les enfants ils vont faire quoi? Ils vont plus écouter leurs parents. Normalement un parent peut déjà contrôler ce que fait son enfant. Il y a des moyens techniques pas très compliqués. Le contrôle parental ça existe sur les smartphones. On peut interdire des applications. Après interdire n'est pas toujours la solution, mais je veux dire il faut remettre la place des parents là-dedans aussi. Effectivement, on entendait ce petit Australien qui disait de toute manière moi je contournerai ce qu'il y aura à contourner pour aller sur les sites une bonne proposition sur laquelle on a travaillé, c'était en fait par exemple d'activer le contrôle par défaut sur les devices, sur les appareils. Vous savez que quand vous avez un appareil, en fait par défaut, il est configuré pour un adulte. On pourrait tout à fait imaginer au niveau européen de considérer que les devices, les appareils que vous achetez, par défaut en fait, ils sont... Oui, il n'y a aucune possibilité, d'un point de vue technique et pratique et juridique même, on pourrait discuter, mais il n'y a aucune possibilité de le faire au niveau purement national. Et quand Macron disait, si ne s'est pas fait au niveau européen dans quelques mois, je le ferai de mon côté, c'est complètement politique, parce que ça prend du temps de discuter de ça. Moi je pense que quand il le fait, il sait très bien que ça passera jamais. Tout à l'heure, je vous ai passé... en termes de communication, il a lâché son... Je vous ai passé tout à l'heure aussi, ça sort un petit peu la chronique, mais tout ce qui est lié justement aux sites pornographiques, parce que vous l'avez vu, en France, ils ont coupé l'accès pour 3 sites. Là c'est un cas plus particulier. Bien sûr, c'est sur le fait que voilà, et peut-être que les gens qui... parce que c'était des contenus qui sont limités à un public majeur avec une législation particulière. On pourrait imaginer, si justement les plateformes ne suivent pas le raisonnement d'Emmanuel Macron, un peu de politique fiction, on se projette un petit peu, de voir un président français qui dira les réseaux sociaux ne seront plus accessibles chez nous, comme ça peut être le cas parfois dans une situation de crise en Turquie, en Chine. En France et en Europe, ça va être compliqué. Au niveau européen, on pourrait l'envisager indirectement. En fait, le fameux règlement sur le numérique dit que les plateformes doivent contrôler et protéger les mineurs. Dans ces mesures-là, il y en a certaines qui sont générales. C'est-à-dire c'est une obligation générale et c'est à eux d'adapter leurs mesures en fonction du type de plateforme. Mais est-ce qu'elles ont peur de nous, ces plateformes? Oui, quand on y veut, oui, quand on regarde, il y a justement, vous citez certains sites pornographiques qui sont actuellement sous enquête. Les amendes possibles sont très élevées. Ça prend juste un peu de temps parce qu'il faut faire des enquêtes parfois un peu poussées. Est-ce que ça vaut pour Instagram, oui, TikTok, ils commencent en matière de protection des données et de vie privée, et les amendes, c'est pas n'importe quoi, ça prend un peu de temps. C'est un peu ça le problème entre les débats de société et le droit, et l'application de ce droit-là, c'est que ça prend un peu de temps, mais les plateformes, oui, parce qu'après on pourra sinon les bloquer, ou à terme leur imposer certaines mesures en disant tu n'as pas pris tes responsabilités, tu aurais dû faire ceci pour protéger les mineurs dans ton cas spécifique. TikTok, c'est pas WhatsApp, c'est pas Facebook, et donc si tu ne les fais pas, alors tant pis, on reprend la main et on va les imposer, les mesures. Maintenant, il y a une forme d'hypocrisie. C'est que les règlements européens chargent quelque part ces plateformes de vérifier elles-mêmes l'âge des personnes qui vont dessus. Ça semble logique. C'est comique. C'est la petite case où vous dites est-ce que tu as plus de 18 ans, oui ou non? La personne qui va dire non, je n'ai pas, je n'y vais pas. Ça l'Europe ne disait pas qu'il fallait faire ça. L'Europe a dit vous devez mettre des mesures efficaces. Et c'est là qu'on revient sur la question en France. Vous devez mettre efficace, ça veut dire quoi? C'était moins de 18 ans. En France, ça fait quelques années qu'on dit c'est pas efficace. Le problème était en France, c'est de dire les plateformes pornographiques françaises, parce que ça c'est une obligation française, disaient nous on veut bien, mais il faut mettre quoi comme mesure? Parce que techniquement c'était pas clair. Ils revenaient avec le débat, qui disait en France pour l'instant c'est pas clair, il n'y a pas d'outil qui correspond à tout le monde. Et d'où l'importance de cette fameuse déclaration de Louvain-la-Neuve qu'on a fait passer pendant la présidence belge, qui en fait qui charge à la Commission de construire en fait un outil technologique qui permet de filtrer l'âge. Outil en fait le cahier des charges a été publié, je pense, fin d'année 2024. Il a été attribué ici et le développement est en cours. Qu'est-ce qui bloque là? Pourquoi est-ce qu'on s'en parler le développement est en cours pour les moins de 15 ans? Pourquoi on n'a pas ce passeport numérique pour tout Européen et au moins c'est justement ce que je vous dis. C'est qu'en fait, à un moment donné, il faut la volonté collective de le faire. C'est ce qu'on a obtenu sur la présidence belge. Si, il y a une volonté. Oui, la volonté est là. Il y a une volonté. Mais ça ne répondra pas à la question est-ce que c'est interdit ou pas. Une fois qu'on aura un outil qui sera plus conforme, ça va juste bloquer les sites pornographiques pour l'instant. Aux mineurs, c'est tout pour l'instant. Ou ça permettrait, si vous voulez vous inscrire sur un site. Les moins de 13 ans, pour pas se mettre sur Facebook, si je vous suis bien, s'il y a ce passeport numérique.
numérique. Il y aura aussi ce cas-là, mais... il y a toujours les VPN et ce qui permet il y aura moyen de contourner avec des VPN, mais l'interdiction, même si on voulait politiquement le faire, je suis même pas sûr que ce serait légal. De principe, en disant 15 ans, on interdit tout, ça serait ce qu'on appelle disproportionné en droit, c'est-à-dire il n'y a pas de raison à ce point-là, il y a des moyens de protéger les mineurs sans faire une interdiction totale et absolue de tous les réseaux sociaux. Il faudra encore s'entendre sur ce que c'est qu'un réseau social. Oui, c'est ça, on n'est pas d'accord entre juristes, un enfant, est-ce que WhatsApp c'est un réseau social, est-ce que YouTube c'est un réseau social. Et puis on rappelle qu'aujourd'hui avec X aussi, notamment depuis que Elon Musk en a pris la direction, aujourd'hui un jeune peut voir honnêtement des images quasi proches de la pornographie aujourd'hui sur X très facilement en fonction de la pornographie. Sur X régulièrement. C'est probable que X ait quelques problèmes plus tard avec les fameuses revendications qu'on a eues ces derniers temps. Et je vais poser une question débile, mais on ne peut pas justement imposer un contrôle sur les algorithmes aussi, parce qu'effectivement un enfant qui va voir une scène ultra violente sur Twitter ou une scène pornographique sur Twitter, à chaque fois on va lui proposer en fait le même contenu. Ça c'est des contenus qui sont déjà en partie interdits aux mineurs et qui sont en partie supprimés. Quand ils sont détectés, il y a certains sites internet où il faut en effet contrôler l'âge de manière très simple, et sur X il y a en effet des problématiques, d'autant plus que c'est des règles qui parfois ne s'appliquent qu'en Europe. Et donc si on réussit à contourner la règle en passant en disant je suis aux États-Unis, on contourne parfois la règle. Ce qui veut dire, parce qu'on a vu la série Adolescence, on a parlé aussi, on regarde un contenu masculiniste, après on a 10 contenus masculinistes qui arrivent, et ça c'est la force de l'algorithme dans TikTok. Ça c'est les forces de recommandation des algorithmes. Est-ce qu'on pourrait les forcer à changer cet algorithme, ou est-ce que là on touche vraiment au core business de ces applications ? On est en train en tout cas, forcer, c'est un grand mot, mais on est en train de réglementer ça en disant il faut qu'il y ait plus de transparence et faire attention à ce qu'il y ait une certaine pluralité. En fait, le DSA, le Digital Service Act, a amené en fait l'obligation pour les plateformes de pouvoir expliquer en fait comment les algorithmes fonctionnent. On a plaidé aussi, et on plaide encore, que ce soit au niveau européen, au niveau LECD aujourd'hui, pour qu'il y ait en fait des outils d'intelligibilité des algorithmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, l'algorithme de Facebook, d'Instagram ou autre, si on vous le donne, je ne suis pas sûr que vous allez le comprendre. Vous ne saurez pas ce qu'il y a derrière. Et donc, on a besoin d'avoir des équipes qui savent auditer un algorithme pour identifier les biais, les dangerosités, ce genre de choses. Et donc, c'est quelque chose qui nous rapproche aussi, d'ailleurs, de l'importance de pouvoir auditer des systèmes d'intelligence artificielle, par exemple. Vous y croyez aujourd'hui ? Parce que j'ai l'impression que moi, j'y crois. C'est plus que j'y crois. D'y croire. Il y a aujourd'hui une structure européenne qui s'appelle l'ECAT, qui est située à Séville, et dont le job, c'est justement, en fait, d'être en capacité d'auditer les algorithmes. Sincèrement, aujourd'hui, elle est sous-staffée. Il n'y a pas assez de personnes qui sont en fait en veille. Je pense qu'au niveau européen, on doit aller beaucoup plus loin dans la capacité des pouvoirs publics et sociétaux, j'ai envie de dire, de s'équiper pour auditer les algorithmes. Et donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Et donc la gouvernance en tant que... Mathieu Michel, parce que vraiment, j'ai pas l'impression que les plateformes ont envie de trouver des solutions. Après, la réglementation fixe déjà, je veux dire, l'algorithme de YouTube ou d'autres, il n'est pas sur les principes, c'est pas très compliqué à comprendre. Vous aimez tel type de vidéo, ils identifient la nature, de qui elle vient, le contenu, les mots qui sont utilisés, et sur cette base-là, ils vous recommandent des vidéos de ce même genre-là. Donc je veux dire, sur le principe, il n'y a pas besoin d'être non plus sorcier. Après, il y a des algorithmes plus compliqués. Là, il y a tout le problème pour les jeunes aussi, qu'ils se retrouvent à regarder des vidéos parfois violentes. Mais ils en sont bien conscients, les jeunes. Et après, on pourrait se poser la question, pourquoi on contrôle ça sur les réseaux sociaux, alors que à la télévision, si vous aimez qu'une chaîne, vous ne regardez qu'une chaîne aussi. Oui, mais à la télévision, nous, on est responsable, par exemple, de ce qu'on diffuse pour les gens ce soir. Donc la question n'est pas toujours une question de diversité. Elle se pose clairement parce que c'est des pratiques un peu différentes, mais je veux dire, la pluralité de l'information, elle se pose sur les réseaux sociaux, mais ça c'est global, c'est une question de culture aussi générale. Mais ce que Jim dit est vraiment super important, parce qu'aujourd'hui, un média, un journal, une chaîne de télévision ou autre, elle va être responsable de sa ligne rédactionnelle. Alors que quand on voit effectivement un réseau social qui vous confronte en fait avec tel ou tel type d'information, le DSA n'a pas été assez loin. Cette fameuse régulation qui était censée donner plus de responsabilité aux plateformes n'a pas été assez loin, parce qu'en fait, les plateformes ne sont pas responsables quelque part du contenu qu'elles soumettent à un individu. Et ça, c'est parce qu'elles sont plateformes, en fait. C'est un intermédiaire. En fait, c'est un intermédiaire. Oui, et donc, en fait, qui est responsable? On aurait pu aller plus sur loin YouTube, c'est la chaîne YouTube qui est responsable au sens média, c'est-à-dire comme une chaîne de télé, en fait. Et donc là, on tombe sur une législation qui est celle des médias classiques, en fait. Le problème, ça, c'est qu'en Belgique et globalement, on est aussi sous-staffé, et dans certains cas, ils ne sont pas compétents pour le net.
Pour terminer sur une dernière mesure aussi, parce que plusieurs politiques s'expriment en France, notamment Gabriel Attal, qui parle, Mathieu Michel, d'un couvre-feu, pas d'une interdiction, mais d'un couvre-feu entre 22h et 7h du matin pour les jeunes, sur les réseaux sociaux, peut-être plus largement sur Internet. Vous y croyez à ce genre de choses ? Je vous dis, moi je crois en une chose, c'est en l'éducation. Je pense qu'on vit dans un univers où la technologie, le progrès amène des opportunités et des menaces. Et je pense que la société du progrès est une société qui sait gérer ça en confiance avec sa population. Et je pense que la meilleure façon d'agir, c'est éduquer nos jeunes, éduquer. Et je rejoins tout à fait l'expression qui a été évoquée, c'est que c'est pas uniquement éduquer nos jeunes, c'est que la vitesse avec laquelle ces nouvelles technologies ont pénétré la société, quelque part, ont transcendé les générations. Et donc, vous savez, il y a certains adultes à qui on devrait aussi interdire l'accès quand on voit ce qu'ils vont raconter comme bêtises sur les réseaux. Donc voilà, je pense que c'est un problème de... Oui, par exemple. Donc c'est pas qu'un problème de génération, je pense que c'est un problème vraiment de la société d'aujourd'hui, d'époque, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup Mathieu Michel d'avoir été notre invité ce soir, député fédéral et maire, ancien secrétaire d'État à la digitalisation. Et puis un grand merci aussi à Antoine Delforge, chercheur en droit numérique à l'UNAMUR. À très bientôt à tous les deux sur LN24. Dans quelques secondes, Boris Vanacker s'arrête sur 3 images qui ont fait l'actualité aujourd'hui, avec notamment toutes les dernières informations, je le disais, concernant le policier de 26 ans qui, il y a quelques jours, a percuté le jeune Fabian, 11 ans, au terme d'une course-poursuite à Gansoren. Et puis rencontre aussi dans l'instant T avec le docteur du bateau, Madeleine, de retour en France. C'est juste après ceci, restez bien avec nous.